Très bien. Merci, Sibel Hassan. Bonjour, Sibel Hassan. Bonjour, chère notre consultant, c'est Al-Lali. Bonjour à toutes et à tous les participants donc, à ce premier webinaire de l'année 2023. Et donc, j'en profite pour présenter à l'ensemble mes meilleurs vœux de santé, succès, réussite, Inch'Allah, pour cette année. Donc, cette année, nous démarrons avec, dans le cadre de la Commission Afrique que j'ai l'honneur de présider, nous démarrons avec le Nigeria qui est le premier pays d'Afrique. Donc, je dirais, c'est bien qu'on démarre par le plus grand pays d'Afrique de point de vue économique. Bien sûr, nous avons notre consultant qui va nous donner toutes les informations sur ce pays, qui est le plus grand, qui est en même temps quand même le plus peut-être peuplé de 200 millions d'habitants. Et ce qu'on sait, nous, de Nigeria, de partenariat entre le Maroc et le Nigeria, c'est en fait ce grand projet de gazoduc. Tout le monde en parle depuis 2016. Par contre, sur le reste, certainement, il y a beaucoup plus de pistes de collaboration et de partenariat et d'opportunités qui seront offertes aux membres de la SMEX et aux différents exportateurs. D'où l'intérêt de ce webinaire. En tout cas, moi, dans mon secteur au niveau digital, ce que je sais, c'est que sur les presque 3 milliards de dollars qui ont été levés par les startups en Afrique, la grande part part aux startups nigériennes. Ça, c'est par rapport à mon secteur. Donc, sans trop tarder, je donne tout de suite donc, la parole à notre expert, Sibrahim Al-Lali, et bien entendu, vous pourrez à travers donc, le site poser vos différentes questions par écrit sur le site. Comme ça, à la fin du webinaire, donc, tout l'ensemble des questions seront là. Il pourra donc au fur et à mesure répondre à vos questions. Donc, je vous souhaite une bonne session. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Sibel Hassan. Alors, d'emblée, je voudrais joindre ma voix à la vôtre pour souhaiter la bienvenue à tous les participants, également pour leur présenter mes meilleurs vœux, ou mes vœux les meilleurs de santé, de succès et de bonheur en ce début d'année 2023. Et avec une vision de grandeur, nous allons commencer par le pays le plus grand d'Afrique en termes de population, mais également en termes de PIB. C'est un pays qui présente un certain nombre de potentialités qui sont extrêmement importantes pour les exportateurs ainsi que pour les importateurs marocains, comme on va le découvrir au niveau de cette présentation. Alors, je voudrais commencer déjà par partager mon écran avec vous, de manière à ce que vous puissiez suivre la présentation. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Sibel Hassan, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit bien. Très bien, d'accord. Alors, donc, comme je le disais, aujourd'hui, on va commencer par un mastodonte de l'économie africaine. En fait, à différents niveaux, pas seulement au niveau de la population et au niveau de l'économie, on va voir qu'il y a en fait différents niveaux. En fait, c'est le pays, on le surnomme le pays des superlatifs. En fait, les plus grandes choses qui se font au niveau de l'Afrique, on va les trouver dans la plupart des cas au niveau du Nigeria, comme on va le découvrir au niveau de cette présentation. Alors, je commencerai d'abord par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Brahim Al-Lali, je suis le fondateur et le managing partner de Reload Consulting, qui est spécialisé dans les études des marchés étrangers en particulier, et l'accompagnement des entreprises dans le processus de leur développement à l'international. Alors, je suis un ancien professeur, un professeur retraité de HEC Montréal, et puis je suis un ancien de l'ISCAE, où j'étais directeur du cycle supérieur de commerce international, un ancien de l'université Al-Akhawayn, un ancien de l'Institut de la francophonie pour l'entrepreneuriat à l'île Maurice, etc. Alors, je ne voudrais pas quand même trop m'étaler là-dessus parce que j'ai eu l'occasion, lors des webinaires précédents, de me présenter. Et d'ailleurs, je parle sous le contrôle de Sibel Hassan. Cette présentation sera partagée avec les participants qui en feront la demande, ou il sera peut-être, je ne sais pas s'il sera disponible peut-être sur le site de la SMEX, et vous allez avoir plus de détails sur votre serviteur aujourd'hui. Alors, pourquoi le Nigeria? C'est la question en fait qui accourt à l'esprit dès qu'on se pose la question de savoir
qu'est-ce qu'on peut faire au Nigeria? Donc, la question que la plupart des gens se posent, pourquoi le Nigeria? Alors, d'abord, parce que c'est la première puissance en Afrique en termes de produit intérieur brut, comme je le disais tout à l'heure, mais également en termes de population. Donc, population estimée aujourd'hui en 2023 à plus de 225 millions d'habitants. Alors, j'en dirai quelques mots tout à l'heure sur la fiabilité de l'information, parce que c'est une estimation. C'est un pays, c'est le premier pays producteur africain de pétrole et le 5e pays à l'échelle mondiale au niveau de la production de pétrole. C'est le pays qui dispose d'importantes réserves prouvées de pétrole, également de gaz naturel, de minerais. C'est le 5e producteur mondial de cacao. C'est un pays qui produit un ensemble en fait, de minerais. Et c'est un pays qui dispose d'un potentiel qui reste inexploité ou sous-exploité d'un certain nombre de minerais comme l'or, le barite, étain, zinc, etc. Alors, c'est un pays qui connaît un développement très rapide au niveau de la technologie financière et de l'industrie cinématographique, que tout le monde a déjà entendu parler de Nollywood. En fait, l'industrie cinématographique au Nigeria est très développée. Et puis, c'est un pays qui a un potentiel de croissance très élevé. Il est vrai que le taux de croissance actuel ne traduit pas le potentiel du pays, mais en fait, je dirais dans l'avenir, d'après la plupart des estimations les plus fiables, le taux de croissance pourrait être l'un des meilleurs ou des plus élevés au monde dans quelques années, comme on veut le voir au niveau des pronostics tout à l'heure. Alors, d'abord, commençons par le profil général du Nigeria. En fait, encore une fois, un sobriquet qu'on donne généralement au Nigeria. On parle du géant qui dort. Comme on disait il y a quelques années, avant le développement de la Chine, on parlait du dragon qui dormait. Aujourd'hui, on parle du géant noir qui dort. Alors, beaucoup de gens disent que le pays, en fait, les chiffres actuels du pays ne traduisent pas le véritable potentiel du pays qui reste sous-exploité, mais il y a un ensemble d'initiatives qui sont prises sous le gouvernement actuel pour dynamiser ces différents secteurs et pour justement développer les différents secteurs du pays. Quelques chiffres pour s'en convaincre. Alors d'abord, parlons en fait, présentons la nature du pays. C'est une république fédérale. Alors c'est une fédération qui est composée de 36 États. Comme vous pouvez le voir, c'est à l'image de tous les pays à régime fédéral comme les États-Unis ou le Brésil. 36 États et un territoire fédéral qui est le territoire de la capitale. Donc, si vous pouvez le voir ici, donc, FCT, c'est le territoire fédéral de la capitale Abuja, qui se trouve au milieu et qui a le statut de territoire fédéral plutôt que d'État. Alors, la capitale, depuis 1991, c'est Abuja. Alors, depuis l'indépendance en 1960, c'était Lagos. Lagos qui se trouve ici, qu'on pouvait le voir sur la carte. Et puis, en 1976, en 1976, la décision a été prise de construire une capitale indépendante. Et puis, la construction a duré durant les années 80. Et puis, en février 1991, la décision, en fait, a été prise de transférer pratiquement tous les ministères, tous les départements ministériels, tous les services centraux fédéraux au niveau d'Abuja, qui est devenu depuis la capitale fédérale. Alors aujourd'hui, l'agglomération Abuja, compte quelques 3 millions d'habitants, la grande agglomération d'Abuja. Alors, juste pour l'histoire, d'abord, le mot, en fait, le nom Abuja vient de la contraction de deux noms, Aboubakar Ja. Alors, Ja qui veut dire dans la langue Hausa, qui veut dire le rouge. Alors, Aboubakar le rouge, qui était roi du royaume d'Abuja, en fait, qui était nommé après son nom en 1825. Et puis, comme Abuja, comme le royaume d'Abuja a contribué près de 80% de territoire
pour la construction de la capitale, la décision a été prise de nommer la capitale après le nom du roi Abou Bakr, Jah Abou Bakr le Rouge. Donc Abuja, contraction d'Abou Bakr et de Jah, qui veut dire dans la langue Hausa le rouge. Par contre, le nom du Nigeria lui-même vient en fait, du fleuve Niger, qui se jette dans le golfe de Guinée, tout près de Lagos. Alors, Nigeria, en fait, encore pour l'histoire, Nigeria n'existait pas avant la colonisation britannique. Il y avait le royaume du Bénin qui était constitué du Bénin actuel, d'une partie de Togo et du nord et de l'ouest, d'une partie de l'ouest de l'actuel Nigeria. Et puis, nous allons le voir plus tard, en fait, il y a une ville importante qui se trouve à l'ouest du Nigeria qui continue de porter le nom de Benin City, ou Benin City. Alors, les langues, il y a plus de 500 langues vernaculaires qui sont parlées au Nigeria, mais la langue principale et la langue officielle qui fédère l'ensemble des 36 États, c'est l'anglais. Seulement, l'anglais est parlé et compris par un peu plus de 50% de la population, ce qui fait que lorsque vous sortez des grandes agglomérations, si vous ne parlez pas le Hausa ou les langues vernaculaires régionales, vous aurez beaucoup de mal à vous faire comprendre à l'extérieur des agglomérations principales. Le chef d'État depuis le 29 mai 2015 est Muhammadu Buhari. Et puis, il va y avoir il a eu 2 mandats déjà, et puis il va y avoir des élections très prochainement, le 25 février, le 25 du mois prochain, des élections générales, y compris présidentielles, pour l'élection d'un autre président, puisque Muhammadu Buhari ne peut pas se présenter, il a déjà brigué 2 mandats. L'unité monétaire du pays, c'est le Naira. On va voir tout à l'heure le taux de change contre le dirham à titre indicatif. Mais avant cela, essayons de voir déjà les principales villes autres qu'Abuja. Alors, on a Lagos qui compte près de 23 millions d'habitants. En fait, juste entre parenthèses, les chiffres qu'on présente la plupart du temps concernant le Nigeria sont des chiffres, sont des estimations. Il y a un problème de fiabilité des statistiques, hein, que j'ai donné quelques indications à la fin, en fait, pour que les gens puissent aller voir l'agence statistique du Nigeria. Mais le recensement général, le dernier recensement général qui a eu lieu au Nigeria a eu lieu en 2006. Alors, on prévoit d'en faire un autre en 2023. Alors, celui de 2006, en fait, a établi une population totale de 140 millions d'habitants. Et depuis, on ne fait qu'estimer la population et les populations également des différentes villes. Alors, aujourd'hui, comme je le disais, la population est estimée à quelques 225 millions d'habitants au niveau du Grand Nigeria. Alors, autre ville importante, Ibadan, qui se trouve ici, comme vous pouvez le voir, 6 millions d'habitants environ. Kano, 5 millions d'habitants, qui est une agglomération, une région en fait musulmane, parce que le nord est majoritairement musulman. Benin City, comme je le disais tout à l'heure, hein, qui se trouve ici, qui compte 3 millions d'habitants environ. Port Harcourt, qui se trouve sur l'Atlantique, 2,5 millions d'habitants. Kaduna, 2,3 millions, en plus d'autres villes importantes également, comme Onitsha, 2,3 millions, Aba, 2 millions et Ikorodu, 1,5 million environ. Et vous voyez ici Chapal-Wadi, qui est le mont le plus élevé, qui a une altitude de 2419 mètres, le mont le plus élevé au Nigeria et qui se trouve sur la frontière avec le Cameroun. Alors, en termes de densité de la population, vous voyez en fait qu'il y a des territoires qui sont quasi désertiques et d'autres qui sont surpeuplés, comme par exemple la région de Lagos, avec plus de 185 000 habitants au kilomètre carré. Les agglomérations, les principales agglomérations comme l'agglomération de Kano, Ibadan, etc. Par contre, vous avez, comme je le disais tout à l'heure, des endroits qui sont quasiment désertiques au niveau du pays.
Alors, le Naira, comme vous pouvez le voir, en fait, le Naira, qui est la monnaie locale, alors, le taux de change au 15 janvier, hein, que ce soit samedi dernier, je crois samedi ou dimanche, 15, oui, c'est dimanche. Alors, à titre indicatif, un dirham équivalait à 45 naira à peu près, 45 naira, ce qui fait en fait que le taux de, en fait, je dirais le taux de change varie généralement entre 45 et 50 naira. D'accord? Alors, population, comme je le disais tout à l'heure, on estime à plus de 225 millions d'habitants en 2022, avec une croissance démographique estimée à 2,53%. Une population urbaine qui s'urbanise de plus en plus, parce qu'avant c'était à peu près 40%, aujourd'hui on est à 54,3%, pour une superficie évaluée à plus de 923 000 km². Avec une frontière terrestre avec le Bénin, le Niger, le Tchad et le Cameroun, qui fait 4 477 km, et un littoral qui est de 853 km. Alors, un PIB estimé en 2021 à 440 milliards de dollars et un PIB par habitant estimé à 2028 dollars, étant donné le nombre extrêmement important d'habitants nigérians. Croissance du PIB en 2018, donc il y a eu un tassement déjà en 2018, donc estimé à 1,9%. Le taux de croissance du PIB est estimé en 2023 à 3,5%. On est en train de reprendre après la pandémie de Covid et après en fait la flambée du prix de pétrole sur le marché international. Aujourd'hui, il est estimé que le taux de croissance sera de 3,5% en 2023. Alors, niveau de développement, curieusement, c'est un pays qui est extrêmement riche en potentialités, en ressources, mais qui est classé dans la catégorie pays à revenus faibles, du fait justement de cette population extrêmement importante, mais également du fait de toutes les richesses et de toutes les potentialités qui ne sont pas encore exploitées dans le pays. Alors, en termes d'IDH, les indicateurs de développement humain, le pays est classé 163e. Il est 28e à l'échelle africaine, ce qui le place encore une fois parmi les pays les plus pauvres d'Afrique en 2022. En termes de Doing Business, le pays est classé 131e Doing Business, l'indice de la Banque mondiale, en 2020. Alors, le pays compte plus de 250 groupes ethniques dont les principaux, en fait, je propose cette carte de manière à voir les emplacements et en fait, je le fais à dessein parce que chaque région reste attachée en termes de commerce extérieur avec un certain nombre de régions du monde. Alors, vous voyez par exemple la région Yoruba continue de faire beaucoup de commerce avec le Bénin voisin, qui est juste à côté. Alors, la plupart des produits qui entrent dans cette région-là viennent du Bénin. La région Hausa a des relations très développées avec le Mali et avec l'Afrique du Nord, avec la Mauritanie également. Et cette partie-là, la partie où se trouvent Tiv, Samba, Kanuri, etc., beaucoup de produits entrent de l'Afrique du Sud et des pays de l'Angola, de la Namibie, etc. Donc, vous voyez en fait que le fédéralisme ne s'arrête pas au niveau politique, mais également au niveau du partage des importations, enfin, de la répartition des importations et des exportations du pays, parce que chaque partie reste très autonome en matière de développement de ces échanges extérieurs. Alors, les groupes ethniques, quand vous avez le principal groupe, c'est Hausa. En fait, vous le voyez au nord. Hein, c'est une région extrêmement, je dirais, j'allais dire fanatique, hein, parce que vous avez 12 États de la région Hausa qui continuent d'appliquer la charia en termes très stricts, hein, que amputation des mains des voleurs, lapidation, etc. En fait, vous avez le Yoruba, qui au niveau de cette région et qui essentiellement
chrétienne. Vous avez la région Ibu qui se trouve ici et qui est en fait une région qui est sur en fait un terrain marécageux, ce qui fait que la plupart des habitations sont sur pilotis. C'est une architecture très typique de cette région. Vous avez les Fulani qui sont essentiellement musulmans également, et vous avez Tiv, etc. Donc, vous voyez quand même qu'il y a plus de 250 groupes ethniques, mais comme on a dit, Yoruba et Hausa sont les plus importants au niveau, et le Igbo également, sont les ethnies les plus importantes au niveau de l'équilibre tribal qui reste extrêmement important à respecter, parce que même le conseil présidentiel qui assiste le président fédéral est constitué d'au moins un représentant par grand État, par des 36 États. Chacun a au moins un représentant, et vous avez une présence musulmane, en fait, des États musulmans qui est extrêmement important au niveau de ce conseil. 3 principales religions, comme je le disais tout à l'heure, mais l'islam reste majoritaire avec plus de 53%, et qui est concentré essentiellement dans cette région. Vous avez les catholiques qui représentent 10,5%, et les autres chrétiens, en fait, les presbytériens, les jésuites, etc., qui constituent 35,3%. Et vous avez d'autres, en fait, on a encore des religions païennes, des religions traditionnelles du Nigeria, etc., qui constituent aujourd'hui moins de 1%, alors que ce taux était d'environ 6% il y a à peu près une vingtaine d'années. Alors, concernant le commerce extérieur du Nigeria, en fait, j'ai jugé quand même très important de faire cette introduction importante de manière à ce que nous puissions comprendre qu'il s'agit d'un pays qui est constitué de plusieurs pays. C'est un pays très régionalisé. Donc, en termes de segmentation, lorsqu'on veut faire affaire avec le Nigeria, il est très important de tenir compte de cette régionalisation, de cette parcellisation au niveau de la mise en relation, mais également de l'entrée en relation avec différents partenaires suivant leur région d'implantation. Alors, lorsqu'on voit le commerce extérieur, commençons déjà par en fait cette carte interactive qui montre les accords commerciaux dont le Nigeria fait partie. Alors, le Nigeria fait partie aujourd'hui de deux accords commerciaux, à savoir l'accord de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, qui est composée de 53 pays africains, dont le Maroc, qui prévoit un ensemble de mesures incitatives, essentiellement le démantèlement tarifaire dans un premier temps de 90% des lignes tarifaires des produits, et dans un deuxième temps de 7%, ce qui porte le total à 97% des produits échangés entre pays africains seront exonérés du paiement des droits de douane, mais également il y a un certain nombre d'assouplissements au niveau de la réglementation, au niveau de la normalisation, etc. Alors la ZLECAf dans un premier temps, mais également la CEDEAO, puisque le Nigeria est la locomotive économique de la CEDEAO avec près de 65% du PIB et 75% de la population. Alors, la CEDEAO qui est composée de 15 États. Comme vous le savez, le Maroc a formulé son souhait de faire partie de la CEDEAO. Un accord de principe a été donné, mais on attend toujours la concrétisation ou l'opérationnalisation, en quelque sorte, de l'accord de principe et sa traduction en accord définitif, de manière à ce que le Maroc puisse entrer dans cette zone extrêmement dynamique et, bien entendu, qui est tirée par 2 mastodontes qui sont le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Alors, sur cette carte interactive, donc, si on allait sur le site de l'OMC, alors on va voir, on a le Nigeria ici, comme on l'a dit, et le Nigeria a un certain nombre d'accords. On a dit la ZLECAf, on a dit également la CEDEAO, mais il y a également ce qu'on appelle le système généralisé de préférence commerciale,
le Maroc fait partie justement de ce système global de préférence commerciale entre pays en développement, qui prévoit un certain nombre d'assouplissements au niveau de la circulation des produits entre les pays de cette zone. Comme vous pouvez voir, en fait, c'est une zone qui est constituée, outre le Maroc et le Nigeria, d'un ensemble de pays en développement et qui prévoit un ensemble d'incitations pour dynamiser les échanges entre les pays de cette zone. Alors, pour ceux qui seraient intéressés, je pourrais mettre à votre service, à votre disposition, le texte de l'accord, justement, pour que vous puissiez voir quelles sont les incitations dont vous pourrez bénéficier si vous souhaitez commercer avec le Nigeria ou avec un autre pays de ce système global des préférences commerciales entre pays en développement. Pour revenir à la présentation, donc en plus de ces accords commerciaux, donc pour donner une idée sur le commerce extérieur du Nigeria entre 2017 et 2021, alors on voit déjà au niveau des exportations de biens en milliards de dollars qu'on est passé de 41 milliards en 2017 à 47, plus de 47 en 2021, avec un tassement en 2020 du fait de la pandémie et également de la diminution des prix de pétrole au début de la pandémie. Les exportations de services ont connu également en fait une diminution importante du fait toujours de la pandémie. Alors, concernant les importations, alors que le pays avait une balance commerciale excédentaire avant 2020, en 2020, du fait justement de la pandémie et de la contraction des exportations, essentiellement de pétrole, le pays a connu son premier déficit de la balance commerciale qui a continué, même si elle a décéléré en 2021. Mais on constate déjà une reprise en 2022 avec la reprise des exportations selon les limites, selon les estimations, encore une fois, de la Banque mondiale et de l'Organisation mondiale de commerce. Alors, les principaux partenaires commerciaux du Nigeria, on a d'abord l'Union européenne et surtout le Royaume-Uni comme premier pays partenaire. Vous avez l'Inde, et là, on est en train de parler en termes à la fois d'importation et d'exportation. C'est le commerce extérieur en général. Donc, l'Inde reste le deuxième grand partenaire commercial du Nigeria. Troisième, c'est le Canada. Quatrième, les États-Unis. Et puis, cinquième, l'Indonésie. Et vous voyez qu'on est très loin du développement des échanges entre pays en développement, puisque, à part l'Inde et l'Indonésie, tous les autres pays sont des pays développés, ça d'une part. Et d'autre part, on ne trouve aucun pays dans le peloton de tête, on ne trouve aucun pays africain, que ce soit de l'Afrique subsaharienne ou de l'Afrique du Nord. Alors, les principales exportations nigériennes en 2021, en fait, il y a lieu de distinguer entre les produits agricoles et les exportations non agricoles. Pour les exportations agricoles, comme je le disais tout à l'heure, le Nigeria est le 5e producteur et exportateur de cacao dans le monde. Alors, les exportations de cacao représentent près de 40% des exportations agricoles nigérianes. Alors, vous pouvez le voir ici, hein, c'est une valeur de 560 millions de dirhams. Les autres graines et huiles oléagineux qui présentent près de 20%. Vous avez les noix de coco, les noix de Brésil et noix de cajou qui représentent près de 18%, et ainsi de suite. On voit en fait les 5 produits top 5 des exportations agricoles, cacao, autres graines et fruits oléagineux, noix de coco, les cigares et les résidus solides de l'extraction de l'huile de soja. Par contre, pour les exportations non agricoles, qui sont largement dominées par les exportations d'huile brute de pétrole, comme vous pouvez le voir, c'est 35 milliards de dollars, 35 milliards de dollars, oui. Le gaz de pétrole, bateau pour la navigation. Alors, bateau pour la navigation, on inclut ici dans cette rubrique les plateformes flottantes et
submersibles, dont le Nigeria est l'un des principaux producteurs mondiaux. Vous avez beaucoup de plateformes de pétrole, en fait, spécialisation dans l'extraction de pétrole oblige. Le pays s'est lancé dans la fabrication de plateformes, mais également de bateaux de plaisance, de bateaux de dragage, etc. Alors, les engrais azotés, le pays en exporte pas mal, l'énergie électrique, etc. Et vous voyez, en fait, au niveau de ce graphique, que près de 80% des exportations non agricoles sont dominées par les huiles brutes de pétrole. Alors, comme vous pouvez le voir, lorsqu'on prend en considération les familles des produits qui sont exportés, on a les combustibles minéraux qui représentent 89% de l'ensemble des exportations nigérianes, et on va le voir tout à l'heure, ça constitue une dépendance extrêmement dangereuse pour le pays. D'ailleurs, le pays en est conscient et le gouvernement actuel est en train de développer des produits de diversification, en fait, des initiatives de diversification économique dans d'autres secteurs. Alors, vous avez la navigation maritime ou fluviale, 3%, les engrais, 2%, cacao et ses préparations, 1,3%, et puis vous avez tous les autres produits qui ne constituent que 4,70%. Alors, les principaux clients du Nigeria, l'Union européenne avec plus de 36%, l'Inde avec plus de 16%, le Canada, comme je le disais tout à l'heure, les États-Unis, l'Indonésie et le reste du monde, avec un peu plus de 34%. Concernant les importations, là également, il y a lieu de distinguer entre importations agricoles et importations non agricoles. Les importations agricoles restent dominées par le froment et le méthane. Sucre de canne ou de betterave, vous voyez que le froment, en fait, constitue 40% des importations agricoles. Lait et crème de lait concentré, l'huile de palme et ses fractions, extrait de malt. Par contre, pour le produit non agricole, en fait, certains d'entre vous vont être surpris de voir que le Nigeria importe du pétrole. Oui, c'est parce que le Nigeria exporte de l'huile de pétrole brute et le Nigeria ne dispose pas de capacité suffisante de raffinage, ce qui fait que plus de 80% de la consommation locale de pétrole dépend des importations. Alors, c'est en train, en fait, ça devrait changer dans les années à venir, puisque Aleko, d'un côté, qui est l'homme le plus riche de l'Afrique, vient d'installer une raffinerie qui s'appelle Raffinerie Dangote, qui devrait normalement contribuer à raffiner une partie du pétrole dont le Nigeria a besoin pour sa propre consommation. Donc, pour récapituler, en fait, le Nigeria exporte beaucoup de pétrole, c'est le premier producteur exportateur de pétrole en Afrique, mais importe beaucoup de pétrole raffiné, avec une valeur ajoutée, bien entendu, beaucoup plus élevée que le prix qu'elle applique au niveau de l'exportation. Et c'est quelque chose, en fait, que le Nigeria partage avec un ensemble de pays africains, dont le Ghana, qu'on a vu il y a quelque temps, puisqu'on n'a pas de capacité de raffinage. Le Maroc également tombe sous ce coup près, puisque aujourd'hui, le Maroc n'exporte pas de pétrole, je dirais heureusement, parce qu'on serait également dans le paradoxe, mais on dépend de l'étranger pour le raffinage du pétrole qu'on utilise aujourd'hui, comme d'ailleurs le Nigeria, comme je viens de le dire. Alors, par dans les importations non agricoles, vous voyez que c'est extrêmement important, le pétrole que le Nigeria importe sous forme raffinée. Voitures de tourisme, le Nigeria en importe beaucoup. Les médicaments présentés sous forme de doses. On va voir tout à l'heure qu'il y a une restriction extrêmement importante concernant l'importation de médicaments, de certaines variétés de médicaments. Les appareils électriques pour la téléphonie filaire, poissons congelés, exception des filets de poissons, qui constituent également une part importante de ce que le Nigeria importe en tant que produit non agricole. Alors, les principaux fournisseurs du Nigeria, encore une fois, on ne trouve pas les pays africains. Alors, on a l'Union européenne avec 30%, la Chine 25%, l'Inde 9%, les États-Unis, la Russie et le reste du monde. Alors, quels sont les secteurs les plus porteurs au Nigeria? Alors, d'abord, essayons de voir en fait le Doing Business 2020. Le Nigeria se classe très mal par rapport à l'ensemble des critères.
à l'exception peut-être de la protection des investisseurs minoritaires et du financement. Donc, beaucoup de progrès a été fait au niveau bancaire, au niveau de la réglementation bancaire, mais également au niveau de l'octroi de crédit. Par contre, beaucoup reste à faire dans les différents autres domaines, y compris dans le commerce transfrontalier ou le commerce extérieur. 179, le pays est classé 179e sur 190 pays qui font l'objet des investigations de Doing Business de la Banque mondiale. Donc là, beaucoup de choses restent à faire, mais bonne nouvelle, là où il y a des faiblesses, là où il y a des progrès à faire, il y a des opportunités pour ceux qui voudraient se lancer dans les différents secteurs porteurs au niveau du Nigeria. Tout reste à faire, tout ou presque reste à faire au niveau de ce pays. Je parlais tout à l'heure, enfin, en fait, du PIB, hein, du pronostic de développement du PIB. Vous voyez qu'on prophétise qu'entre 2016 et 2050, le PIB du Nigeria va monter à une moyenne de 4,2%, alors qu'il est actuellement, en termes, je dirais, per capita, de 1,9%. Alors, vous voyez déjà que le pays cherche à se classer 6e en termes de croissance dans le monde dans quelques années. Et bien entendu, cela vient d'une vision gouvernementale qui est bien entendu associée à un ensemble de mesures qui ont été prises récemment pour dynamiser l'économie du pays et pour pour développer un certain nombre de secteurs et pour développer également la diversification hors pétrole. Alors, ce deuxième graphique également conforte le premier. On voyait que la plupart des pays, alors vous voyez déjà entre 1988 et 2000, il y avait à peu près 5 pays à croissance qui dépassent 5% qui se trouvaient en Afrique. Entre 2001 et 2012, il y a plusieurs pays qui se sont ajoutés à cette carte, y compris à cette liste, y compris le Nigeria. Entre 2013 et 2030, le Nigeria, bien entendu, reste dans ce peloton de tête avec un taux de croissance qui dépasse les 5%. Donc, vous voyez que c'est une estimation qui est plus optimiste que celle que je viens de montrer, que celle que la précédente. Et on est en train de parler en termes réels, hein, pas seulement en termes nominaux. Alors, et là, ces pronostics très optimistes sont basés, bien entendu, sur les potentialités extraordinaires du pays. Autre pronostic également, vous voyez en fait aujourd'hui, le Nigeria se positionne dans les pays qui ont une population extrêmement importante. Qui dit population importante dit également marché de consommation extrêmement important, puisque je vous disais que la population est estimée en 2022-23 à plus de 225 millions d'habitants. Et c'est un pays dont le taux de croissance aujourd'hui est relativement faible, puisqu'il est de 1,9% et de 3,5% en 2023 selon ce qui est estimé. Et la cible est de ramener le pays à un taux de croissance extrêmement élevé pour en faire le pays locomotive de la croissance au niveau de l'Afrique. Alors, en termes de population, vous voyez, en fait, en 2017, le Nigeria comptait à peu près 190 millions d'habitants. Et en 2050, on pronostique que le Nigeria sera le 3e pays le plus populeux sur la planète après l'Inde et la Chine, avec quelques 410 millions d'habitants. Et bien entendu, en fait, si on parle de la population, on parle également de l'importance du marché local et de la consommation locale. Alors, pour investir, au Nigeria, il y a un ensemble d'incitations. Alors, un certain nombre de statuts d'entreprise qui sont associés à des incitations que le gouvernement veut donner aujourd'hui pour dynamiser la création de ces entreprises, mais la création est en train de connaître aujourd'hui une dynamisation extrêmement importante avec les incitations que le gouvernement donne, qui vont jusqu'à l'octroi du terrain gratuitement, avec un certain nombre d'incitations financières et non financières,
Je ne voudrais pas trop m'étaler là-dessus. Alors, au niveau des opportunités pour ceux qui voudraient investir dans le pays, alors essentiellement au niveau de l'agriculture et de l'agroalimentation. Alors, si on allait sur le site de l'investissement de l'agence ou du centre d'investissement au Nigeria, donc on voit qu'il y a un ensemble de secteurs, comme on peut le voir, au niveau des secteurs qui présentent le plus de potentialité. Alors, production de cultures mécanisées comme le riz, le maïs, le manioc, etc. Transformation et conservation des aliments, transformation et emballage de bœuf, jus de fruits de conserve, boissons et confiseries, transformation des cultures commerciales, etc. Vous voyez, en fait, il y a un ensemble de secteurs. C'est une sorte de banque à projets. Hein. C'est la liste, j'ai pris cette liste du centre d'investissement du Nigeria. Ce sont les secteurs où il y a le plus de potentiel et où les incitations gouvernementales vont pour dynamiser justement l'investissement dans ces différents secteurs. Alors, en outre du secteur agricole et agroalimentaire, il y a d'autres secteurs porteurs, hein, très porteurs au niveau du Nigeria. Tout ce qui touche au pétrole, au niveau de la production, mais également le raffinage, et surtout le raffinage et les produits dérivés, comme la fabrication de mousse, etc. Plastique, plasturgie, énergie et surtout l'électricité, parce qu'il y a une défaillance très importante au niveau de la production et de la diffusion de l'électricité dans le pays. Les BTP, génie civil, construction, parce aujourd'hui, on est en train de dynamiser également les infrastructures et la voirie, communication et e-commerce, téléphonie mobile, produits matériels informatiques, le digital, etc. C'est un secteur qui se développe à une vitesse grand V au niveau du Nigeria aujourd'hui parce que il y a plusieurs startups en fait qui sont en train de naître pratiquement tous les jours au niveau du pays. Néanmoins, il y a quand même le revers de la médaille, il y a plusieurs défaillances. Et comme je le disais tout à l'heure, donc défaillance, ça ne veut pas dire il faut oublier le marché. Au contraire, comme je l'ai toujours dit, le mot crise en chinois est composé de deux mots, il est composé de danger et d'opportunité. Donc, il y a des gens qui prospèrent à cause des crises ou lors des crises. Alors, n'oublions pas que durant la pandémie, il y a un certain nombre d'entreprises marocaines qui se sont converties dans la fabrication de masques, etc., et qui ont pu prospérer, alors que d'autres ont disparu du fait de la crise. Donc là, il y a beaucoup de faiblesses au niveau du pays, mais ces faiblesses, bien entendu, correspondent à des opportunités d'investissement, d'exportation, de partenariat, etc. Alors, prévalence et omniprésence de la corruption. Alors d'ailleurs, lorsqu'on parle du Nigeria, il y a beaucoup de gens qui associent ça presque, je ne dois peut-être pas le dire, mais pour un certain nombre de personnes, c'est devenu un pléonasme que de parler de corruption. Alors, problème lié à l'insécurité. Donc, moi, j'étais sidéré la première fois que je me suis rendu au Nigeria. On ne pouvait pas se déplacer sans se faire escorter, hein, même à l'intérieur de Lagos, sans se faire escorter par des gardes. C'est pour ainsi dire, en fait, tous les problèmes de l'insécurité qui se posent dans la plupart des régions. Cela dit, il y a des régions qui sont plus sécuritaires que d'autres. En fait, vous voyez, en fait, il y a des groupes terroristes qui sèment la panique dans le nord-est du pays. On parle de Boko Haram, on parle de Ansaro, on parle de plusieurs groupes qui participent justement au développement de l'insécurité dans le pays. Alors, tensions interethniques, interreligieuses entre chrétiens et musulmans, entre musulmans sunnites, musulmans chiites, entre les soufis et les adeptes les djihadistes de Boko Haram. Chacun a sa propre façon d'interpréter les textes, chacun a sa propre façon de porter un jugement sur ce que les autres font, etc. Et tout cela, bien entendu, se traduit par des tensions extrêmement importantes au niveau des différents États du Nigeria. Faiblesse des infrastructures, donc on parle là des routes, on parle des ports, on parle des aéroports, on parle des équipements portuaires, hein, pour la manutention des conteneurs, etc.
Donc, faiblesse des infrastructures. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de projets dont la plupart sont financés par la Banque africaine pour le développement et qui visent justement à améliorer les infrastructures dans le pays. Bon, pour ceux qui font les BTP, il y a beaucoup d'appels d'offres pour justement participer au développement de ces infrastructures. Chômage, sous-emploi et pauvreté qui restent élevés, sont estimés à plus de 40%. Forte dépendance des revenus pétroliers et faible diversification de l'économie, puisque, comme je le disais tout à l'heure, plus de 80% des exportations, on a parlé tout à l'heure de 89% des exportations, dépendent du pétrole, des hydrocarbures d'une manière générale, ce qui place le pays dans une situation de dépendance. Chaque fois qu'il y a en fait un tassement des prix du pétrole sur le marché international, l'économie s'en ressent dans sa globalité. Insuffisance des capacités de raffinage, j'en ai parlé tout à l'heure, avec ce bémol, c'est qu'il y a une méga raffinerie qui est en développement par Dangote, Dangote, comme je disais tout à l'heure, Aliko Dangote, qui est la fortune la plus élevée en Afrique. Aliko Dangote qui a fait richesse surtout dans le ciment et dans la fabrication de ciment et le sucre. 65 ans aujourd'hui, une fortune évaluée à 14,9 milliards de dollars actuellement, ce qui en fait l'homme le plus riche en Afrique et le 130e homme le plus riche dans le monde. Insuffisance des capacités de production et de distribution d'électricité, donc j'en ai parlé également tout à l'heure. Faible participation de l'industrie manufacturière qui ne représente qu'environ 10% du PIB, sachant que le gouvernement Buhari a mis en place un programme très ambitieux de porter ce pourcentage à 20% à travers les différentes incitations, à travers un programme qu'ils appellent Made in Nigeria, un programme qui vise à accélérer le développement industriel du pays, etc. Prédominance de l'informel, que ce soit au niveau de la distribution, au niveau de la fabrication, au niveau de l'extraction aurifère, qui reste essentiellement le fait de gens tout à fait informels qui sont dans le secteur informel et qui continuent d'agir en toute impunité. Alors, concernant les relations économiques entre le Nigeria et le Maroc et le potentiel du marché nigérian pour les hommes et les femmes d'affaires marocains, alors, bien entendu, je ne voudrais pas laisser passer cette occasion sans revenir sur l'excellente image, j'ai mis bonne image, mais en fait l'excellente image du Maroc et des produits marocains au Nigeria. Je ne peux pas établir en fait de lien scientifiquement prouvé, mais l'exploit des lions de l'Atlas dans la Coupe du Monde Qatar 2022 a contribué à développer davantage cette image et cette relation entre les Nigérians et les Marocains, sachant que en fait, les deux appartiennent au même continent, donc cette proximité, cette appartenance continentale a été renforcée davantage par l'exploit des lions de l'Atlas qui représentaient toute l'Afrique. Alors, visite royale au Nigeria en décembre 2016, lors de laquelle plusieurs accords, en fait 15 accords ont été signés qui portaient sur plusieurs secteurs d'activité, les énergies renouvelables, l'aviation, l'agriculture, pêche maritime, traitement et valorisation des produits de la mer, protection réciproque des investissements, le gazoduc, surtout le gazoduc, etc. Alors, parlons du gazoduc, vous voyez en fait, Madame Karkre, on a parlé au début de cette présentation, au début de ce webinaire. Alors, c'est le projet en fait du 21e siècle avec une longueur qui va jusqu'à 5000 km et qui va relier le Nigeria au Maroc puis à l'Europe, avec un investissement global qui est estimé aujourd'hui à plus de 50 milliards de dollars une fois que les études de faisabilité ont été réalisées, avec des retombées extrêmement positives, non seulement sur le Nigeria et le Maroc, mais également sur tous les pays de l'Afrique occidentale,
par lesquels le gazoduc va passer. Ça va développer la coopération interrégionale, ça va développer la production agroalimentaire, ça va développer la production d'engrais, de fertilisants, ça va développer la création d'emplois, etc. Alors, concernant les échanges commerciaux Maroc-Nigeria plus spécifiquement, alors d'abord, le Maroc n'a pas une tradition de présence sur le marché nigérian. Jusqu'à tout récemment, les deux pays étaient presque des inconnus l'un pour l'autre. Vous savez, sur le plan politique, la position du Nigeria était contre les intérêts du Maroc jusqu'à la visite royale. Et puis, bon, depuis, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, le Maroc est classé aujourd'hui 38e dans la liste des fournisseurs du Nigeria avec des exportations qui sont estimées à quelque 132 millions de dollars en 2021, ce qui est très en deçà du potentiel que le Maroc peut développer sur le marché nigérian. Il est le 56e client du Nigeria avec des importations équivalent à 14 millions et demi de dollars en 2021. Et là également, on est très en deçà du potentiel que le Maroc et le Nigeria pourraient exploiter. Alors, la balance commerciale bilatérale est favorable au Maroc avec un excédent de plus de 117 millions de dollars. Pour les principaux produits exportés par le Maroc au Nigeria, on a d'abord les phosphates et dérivés, les conserves de sardines en récipient fermé, le thym non broyé, non pulvérisé, etc. Les conserves de sardines, plâtre pour moulage, gypse, etc. Avec une variation, comme vous pouvez le voir, qui varie d'une année sur l'autre, mais vous avez un certain nombre de produits, par exemple, comme les conserves de sardines, qui sont passés de 55 000 $ en 2019 à, comme vous pouvez le voir, à 1 733 000, ce qui est énorme, comme vous pouvez le voir. Mais sur la deuxième partie, le Maroc exporte vers le monde, ça veut dire qu'on a encore un potentiel extrêmement important qu'on peut développer sur le marché nigérian, puisqu'on a encore une capacité d'exportation extrêmement importante sur le marché nigérian. Alors, si on allait vers cette carte interactive pour voir les différents produits, alors comme vous pouvez le voir, il y a un certain nombre de produits qui ont déjà atteint leur limite, leur plafond théorique. Alors, ce que je dis plafond théorique, c'est relatif parce que, comme on veut le voir, par exemple, pour les engrais, le plafond théorique était de 4 400 000, alors que les exportations actuelles sont de 16 millions. Alors, vous voyez déjà que le plafond théorique, c'est le minimum. Okay. Alors là, pour ce produit, en fait, on dit que saturé, mais ce n'est pas saturé. Hein, et bien entendu, il faut transposer ça au niveau de tous les autres produits. Alors, vous voyez que pour les préparations en conserve de sardines, le Maroc exporte actuellement pour 35 millions de dollars, alors qu'il y a un potentiel théorique restant minimal de 8 600 000. Et ça va pour tous les produits, parce que pour les voitures, on a dit que le Nigeria importe beaucoup de voitures, donc on a un potentiel important. On a pour les macro-congelés un potentiel extrêmement important qui est aujourd'hui exploité à hauteur de 2% seulement. Autres poissons congelés. Et je signale qu'aujourd'hui, au niveau de la consommation, il y a un engouement pour les produits congelés. Alors, le poisson congelé, aujourd'hui, c'est très prisé et le poisson du Maroc a une bonne réputation sur le marché. Donc, il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Alors, vous avez les conducteurs électriques, là également, c'est exploité à 4%. Vous avez les plâtres, etc. Vous avez les vestes de fibres synthétiques pour femmes ou fillettes. Vous avez plein de produits. En fait, il suffit d'entrer sur le site. Pour le site de Export Potential Index de l'ITC, International Trade Center, pour voir la quantification du potentiel pour votre produit. Et vous voyez déjà, donc, lorsqu'on vous donne votre produit, on donne également le code du système harmonisé. Donc, si vous avez le code du système harmonisé de votre produit, vous pouvez vous-même savoir quel est le potentiel pour votre produit. Parce que la dernière fois, quand j'ai parlé du Ghana, il y a des gens qui m'ont posé des questions sur un certain nombre de produits.
Alors, si vous avez le code, il suffit de l'entrer. Bon, si vous ne savez pas comment faire, vous me contactez, je vais vous montrer comment faire. Il suffit que vous entriez le code du système harmonisé pour que l'algorithme de Export Potential Index vous donne le potentiel quantifié pour votre produit. Avec, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez cliquer sur exportateur et ça vous donnera une liste de quelques importateurs potentiels sur le marché si vous avez besoin en fait d'avoir une liste de ces importateurs. Voilà. Alors, vous pouvez le faire pour un ensemble de produits et bien entendu, ça va vous permettre de voir quel est le potentiel pour votre produit spécifique. Alors, les principaux produits importés par le Maroc du Nigeria, au niveau de la ligne tarifaire nationale, vous voyez qu'on est allé au-delà du code du système harmonisé, on est au niveau de la nomenclature marocaine ici, hein, c'est la ligne tarifaire nationale. Ce que le Maroc importe, c'est son remoulage et autres résidus du froment. Et vous voyez que ça a commencé en 2021, parce que les importations étaient nulles en 2019-2020. Et vous voyez déjà, en fait, ça confirme ce que je disais tout à l'heure concernant la dynamisation des échanges, mais on reste très en deçà des potentialités parce qu'il y a encore un potentiel important également au niveau de l'importation qui serait important, bien entendu, d'exploiter. Et là également, pour les importations, si on allait vers le site d'Export Potential Index, ça va nous donner la carte interactive encore une fois. Et vous voyez que pour les crevettes congelées, par exemple, le Nigeria est l'un des principaux producteurs africains de crevettes, avec le Mozambique, qui est le premier producteur mondial de crevettes. Donc, le Nigeria a une offre importante de crevettes congelées à l'export. Vous avez les graines de sésame, le Maroc les importe d'ailleurs que d'autres pays. Vous avez les alliages d'aluminium. Vous avez le gingembre. Il y a déjà des importateurs de gingembre puisque le seuil théorique est presque atteint à ce niveau-là. Vous avez les plaques aux feuilles en glace, colorées, etc. Vous avez les noyaux de fruits et produits végétaux. Vous voyez quand même qu'il y a beaucoup de produits que le Maroc peut très valablement et très judicieusement importer du Nigeria. Alors, vous voyez que aussi bien à l'importation qu'à l'exportation, il y a un potentiel important pour les hommes et les femmes d'affaires marocains. Alors, accès au marché nigérian, il y a quand même un certain nombre de, je dirais, en fait, de conseils, ou peut-être, en fait, si je me permets, en fait, je ne suis pas en position de donner des conseils, mais quelques tuyaux, quelques indications. D'abord, vous voyez, en fait, ici, l'exemple de Lagos, par exemple, pour ce qui est de trading across borders, c'est-à-dire, en fait, le commerce extérieur. Si on veut viser Lagos, et tout à l'heure, en fait, je vous disais, et on a en fait ce schéma pour chacune des grandes villes. Alors, parce que je vous ai dit que le commerce au niveau du Nigeria est très régionalisé. On ne peut pas vendre à Abuja comme on vend à Lagos. Hein, c'est parce que ce sont deux pays différents, avec plein de spécificités qui les différencient les unes des autres. Alors, vous avez en fait en termes de temps nécessaire pour l'exportation. Pour le temps, on a besoin de 128 heures pour assurer une exportation, par exemple. On a un coût de $786 moyen par opération. Vous voyez, en fait, pour tout ce qui est la conformité documentaire, également 74 heures, $250 et ainsi de suite. À l'importation, vous voyez que c'est beaucoup plus cher parce qu'au niveau de l'exportation, on essaie quand même de dynamiser l'exportation. Par contre, au niveau des importations, on paye le plein tarif et vous voyez quand même, ça vous donne une idée de la lenteur administrative au niveau du port de Lagos lorsqu'on veut importer ou exporter un produit. Bon, pour ce qui est de la connectivité Maroc-Nigeria, il y a deux types de connectivité. Il y a la connectivité maritime et la connectivité aérienne. Alors, vous voyez que pour l'aérien, la connectivité aérienne directe, c'est avec un départ quotidien qui dure 4 heures 10 minutes. Et pour la connectivité maritime,
une moyenne de 10 jours et 11 heures, avec un départ tous les 2 jours, hein, tous les 1 à 2 jours, ça dépend en fait des dessertes. Par contre, la voie terrestre n'est pas possible parce que, comme vous le savez, en fait, le transport terrestre est en fait pas mal, je dirais, assez bien jusqu'au Sénégal. Mais au-delà, il y a un problème d'infrastructure entre le Sénégal et la Guinée. Et puis, entre la Guinée et le Bénin, et par la suite entre le Bénin et le Nigeria, ce qui fait que le transport routier n'est pas indiqué pour l'exportation des produits sur le marché nigérian ou pour l'importation des produits du Nigeria. Alors, connectivité maritime à partir de Tangimet. Alors, je sais qu'il y a un départ également à partir de Casablanca. Il y a des départs tous les 1 à 2 jours avec différentes compagnies. Donc, vous avez le transit time qui varie entre 14 jours et 25 jours, dépendamment des escales, parce que parfois, il y a des bateaux qui passent à d'autres ports comme Dakar, etc., avant d'aller au port de Lagos. Alors, concernant la connectivité aérienne, à partir de l'aéroport Mohamed V jusqu'à l'aéroport de Murtala Mohamed, qui fut le premier président, en fait, je dirais après l'indépendance. Alors, 4 heures, 10 minutes, une distance de 3184 km. Alors, Royal Air Maroc est la seule compagnie qui fait un vol direct tous les jours. Parfois, vous faites dans des périodes creuses, on fait une fois tous les 2 jours, avec des Boeing 737-800 pour le calcul je pourrais vous aider à ce niveau-là, pour le calcul en fait de la capacité de fret de ces avions. Alors, Air France, avec bien entendu avec une escale. Alors, il le fait 1 à 2 fois par semaine avec des Airbus 320 et bien entendu une durée qui varie en fonction de la durée de l'escale. Vous avez Lufthansa également qui le fait avec une escale tous les 4 à 6 semaines. Ce qui fait que le transporteur le plus fiable à ce niveau-là est Royal Air Maroc, d'autant plus que la SMEX a signé une convention avec Royal Air Maroc pour l'octroi d'un tarif spécial pour les membres de la SMEX. Alors, il y a quand même des produits qui sont interdits à l'importation au Nigeria. Donc, il s'agit de vérifier déjà pour votre produit est-ce qu'il fait partie des produits qui sont interdits à l'importation. Il y en a plusieurs, donc surtout le ciment, en fait, certaines variétés de ciment, mais également les médicaments. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on a la liste. Alors, vous avez les animaux, en fait, les oiseaux, comme vous pouvez le voir déjà, et le volaille, qui sont interdits, certaines variétés. Vous avez ici le code du système harmonisé correspondant à ces produits. Vous avez le sucre, dont certaines variétés également sont interdites à l'importation. Les spaghettis, jus de fruits, bon, vous avez toujours les codes de manière à ce que vous puissiez quand même vérifier si votre produit fait partie des produits qui sont interdits. Et vous avez les médicaments également. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens de l'industrie pharmaceutique qui sont avec nous, mais il y a par exemple les comprimés de paracétamol et le sirop à base de paracétamol qui sont interdits, etc. Vous avez quand même un ensemble de produits dont les molécules sont données ici, de manière à ce que vous sachiez si votre produit pourrait entrer sur le marché facilement ou avec une autorisation spéciale, puisque rien n'est interdit en absolu. Il s'agit de demander l'autorisation et bon, qui ne demande rien à rien, comme on dit. Il s'agit de vérifier de manière à ce que vous sachiez si votre produit peut entrer et avec quelle formalité. Alors, les formalités de base pour l'importation des produits au Nigeria. Alors, d'abord, l'importateur, c'est l'importateur, hein, ce n'est pas vous, mais autant que vous le sachiez en tant qu'exportateur, l'importateur doit remplir un formulaire qui est l'équivalent de notre DUM, déclaration unique de marchandises, qui s'appelle le e-form M.
Alors, il doit d'ailleurs, on a ici, vous avez une copie du forme M. Alors, ça correspond pratiquement à la DUM. Hein. C'est avec l'indication de la marchandise, le code du système harmonisé, le code de la nomenclature douanière selon la nomenclature nigériane, etc. Donc, vous devez spécifier en fait les informations, saisir les informations concernant le produit que l'importateur veut importer au Nigeria. Une fois qu'il aura fait ça, il doit soumettre cette forme avec la facture pro forma, certificat d'assurance et certificat réglementaire ou les permis, selon le cas, à votre banque, à la banque de l'exportateur, à la banque correspondante de la banque de l'exportateur au Nigeria, pour validation. Alors, il faut que ce soit validé avant. Alors, facture pro forma, certificat d'assurance, mais également les certificats comme NAFDAC. NAFDAC, c'est le Nigerian Agency for Food and Drug Control. Alors, c'est pour ceux qui exportent sur les États-Unis, par exemple, le Food and Drug Administration, le FDA, c'est l'équivalent de l'ONSA, hein, que pour les produits alimentaires et agroalimentaires, on doit avoir un agrément de NAFDAC. C'est une autorisation spéciale. Pour les autres produits, y compris les produits industriels, on a un autre agrément qui s'appelle SONCAP. Alors, SONCAP, c'est Standard Organization of Nigeria, Conformity Assessment Program. Alors, c'est le système de conformité du Nigeria pour qu'on vous donne l'accord pour importer le produit. Et vous avez également pour les produits pharmaceutiques, Pharmaceutical Board of Nigeria, vous devez demander également l'agrément de cette entité pour pouvoir importer à l'intérieur du pays. Une fois que la banque vous donne l'accord, bien entendu après vérification, la banque de l'exportateur, c'est la banque de l'exportateur, votre banque si vous exportez, qui valide ces documents et qui les transmet directement à la douane nigériane, Nigeria Customs Service. Alors à la fin de cette présentation, j'ai mis la liste de tous ces organismes-là de manière à ce que vous puissiez aller voir quelle est la réglementation qui s'applique à votre propre produit, quels sont les documents qu'on vous demande et quels sont les tests susceptibles de vous être demandés pour envoyer votre produit sur le marché. Alors, on a vu la M-Form. Ça, c'est la procédure hein, pour ceux qui voudraient en savoir davantage sur l'obtention de SONCAP, comme on l'a dit. Alors, SONCAP, c'est Standard Organization of Nigeria, comme je vous ai dit, c'est l'organisation de la normalisation du Nigeria. C'est l'équivalent de notre IMANOR. Et CAP, c'est pour Conformity Assessment Program. Alors, c'est le programme d'évaluation de la conformité de votre produit par rapport aux normes nigérianes. Alors, voici la Conformity Assessment Program. Lorsque la conformité est décidée, on vous donne ce certificat que vous devez joindre justement, que votre importateur doit joindre à la liste de documents qu'il doit soumettre à la banque agréée pour validation. Alors, quelques aspects culturels et relationnels du doing business. Alors, d'abord, une comparaison selon le modèle de Hofstede qui montre sur la base de 5 dimensions importantes les différences culturelles entre le Maroc et le Nigeria. Alors, vous voyez le Maroc en turquoise et vous avez le Nigeria en mauve. Alors, d'abord, nous avons cette perception de la stratification sociale et de la distance hiérarchique au niveau des organisations. Il est plus marqué au Nigeria. Alors, vous avez des chefs de tribu, vous avez des rois, vous avez des princes. Donc, c'est une société qui est très hiérarchisée et les gens doivent respecter cette hiérarchie, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau des réunions. Lorsque vous êtes en réunion avec des gens de haut niveau, vous devez également leur envoyer des gens de haut niveau de votre organisation, etc. Donc là, c'est une société qui est très stratifiée, où il y a une perception extrêmement sacrée de la distance hiérarchique. Alors, l'individualisme, nous sommes un peu plus individualistes que les Nigérians, parce que les Nigérians sont des collectivistes. C'est des gens qui ont pour devoir moral de subvenir aux besoins de la famille au sens large du terme.
y compris la tribu. Hein, ils sont, bon, vous voyez les subsahariens, pour eux, tous ceux qui viennent de leur tribu sont des frères, sont des sœurs. Donc, lorsque quelqu'un est dans le besoin et qui est membre de la tribu, tout le monde doit lui venir en aide, etc. Donc, c'est une société très collectiviste, beaucoup plus collectiviste que la société marocaine. Alors, masculinité, est-ce que on cherche à être les meilleurs en classe, comme on dit, ou est-ce qu'on doit prendre en considération la qualité de la vie, l'entourage, etc. Là, comme on a dit, bon, ça va en quelque sorte avec l'individu, avec le collectivisme, c'est que les Nigérians doivent s'assurer d'un bon cadre de vie au niveau de la famille plutôt qu'au niveau individuel. Alors, uncertainty avoidance ou l'évitement de l'incertitude, les Nigérians se sentent moins menacés par leur entourage, moins menacés que les Marocains. Alors, une société qui, en fait, qui décrète, qui vote des lois pour, en fait, plein de choses, est une société qui veut tout encadrer parce qu'elle sent qu'il y a un risque de dérapage. Alors, ce risque de dérapage est moins perçu au Nigeria qu'il ne l'est au Maroc. Alors, dans toutes les, j'ai fait une petite comparaison, en fait, dans tous les pays qui ont été colonisés par la France, on a ce sentiment, en fait, de vouloir tout encadrer, tout contrôler et tout. Et d'ailleurs, ce taux est également assez élevé au niveau de la France elle-même. Donc, vous avez des lois pour des lois pour incriminer la négation du génocide de l'Arménie par les Turcs, etc. Donc, on a des lois parfois qui ne concernent pas la société dans laquelle on vit, mais qui concernent autre chose. Des lois contre l'antisémitisme, etc. Alors, au Nigeria, on sent moins, on le sent quand même, mais on sent moins ce risque de dérapage et de vouloir tout contrôler, d'autant plus que ça n'est pas possible du fait du régime fédéral, parce que les États doivent avoir leur propre contrôle et se soumettraient moins volontiers au contrôle fédéral au niveau central. Long terme, l'orientation à long terme, est-ce qu'on planifie à très long terme ou pas? Non, on est sur la même base qu'au Nigeria. Donc, les Nigériens sont presque pareils que nous. La planification, elle est vraie, en fait, qu'on fait des plans sur 5 ans, 6 ans, mais c'est le court terme qui prévaut. Et c'est le court terme qui est pris en considération au niveau des réalisations. Alors là, une petite explication justement de ce que je viens de dire. Donc, les Nigérians comme les Marocains sont plus orientés court terme dans leurs décisions et leur planification. Alors, les gens d'affaires nigérians sont d'une manière générale, vous voyez ici Aliko Dangote dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, qui est l'homme le plus riche en Afrique. Les gens d'affaires nigérians sont déterminés, audacieux, ambitieux, entreprenants, aventuriers, intelligents. C'est des gens qui ont une culture anglo-saxonne, en plus des traditions ancestrales africaines. Donc, c'est un mélange entre les deux. Vous avez d'ailleurs, ça varie extrêmement d'une région à une autre. Donc, la région, par exemple, de Lagos, ou le Yoruba en général, c'est le common law, hein, c'est la loi commune du Commonwealth qui prévaut même au niveau de la justice, alors que c'est la charia qui domine, par exemple, qui prévaut dans les 12 États du Nord. Alors, d'une manière générale, comme on a dit, en fait, ce qui est commun entre les gens d'affaires nigérians, c'est qu'ils sont, comme on a dit, déterminés, audacieux, ambitieux. Alors, quelque chose que j'ai longtemps hésité, mais je le dis, hein, je ne l'ai pas écrit sur la slide, mais je le dis. La stratégie de négociation préconisée ou pratiquée par les Nigérians, c'est gagnant-perdant. Alors, contrairement à une négociation avec des Japonais, par exemple, on doit faire très attention lorsqu'on est en train de négocier avec des Nigérians parce qu'ils cherchent à protéger leurs propres intérêts plutôt que le vôtre. Hein. C'est à vous de veiller sur votre propre intérêt. Ce ne sont pas eux. C'est par exemple, vous arrivez à un accord qui vous est défavorable et le Nigérian le sait, il ne va pas vous le dire. D'accord ? Par contre, un Japonais aurait intérêt à conclure un accord gagnant-gagnant parce qu'il sait que
si jamais l'accord n'est pas dans votre intérêt, dans votre propre intérêt, vous n'allez pas en fait durabiliser la relation. Par contre, au niveau du Nigeria, il faut quand même, ce sont des gens qui sont intelligents, audacieux, ambitieux, comme on l'a dit, mais vous devez veiller sur votre propre intérêt. Ne comptez pas sur eux pour veiller sur le vôtre. Alors, encore quelques aspects culturels. Donc, les visiteurs d'affaires doivent être convenablement habillés. Donc, on fait très attention à la formalité au niveau du Nigeria. Les titres, les gens sont très friands de ça. Les titres doivent être utilisés. Donc, si quelqu'un, par exemple, est docteur, vous devez l'appeler docteur, professeur, etc. Souplesse requise dans les relations d'affaires, surtout au niveau de la ponctualité, etc. Et capacité de prendre des décisions. Donc, encore une fois, il faut respecter la hiérarchie, comme je disais tout à l'heure. Alors, les affaires importantes sont menées en face à face. Donc, ne comptez pas sur des accords par téléphone ou par mail. Comme je l'ai toujours dit, en Afrique, la confiance se gagne dans le regard de l'autre. Donc, tôt ou tard, il faut se déplacer pour aller rencontrer les gens. Une poignée de main vaut beaucoup plus que tous les écrits du monde. Aucune transaction valable ne peut être effectuée rapidement ou impersonnellement. Donc, il faut d'abord construire une relation personnelle, une relation de confiance qui va durer quand même pas mal de temps avant de pouvoir aboutir à des transactions, à des conclusions de transactions. Les visites de suivi sont recommandées. Effectuer des visites sur le marché, ne comptez pas sur les appels téléphoniques pour conclure des affaires sur place. Alors, autre aspect, les Marocains ont besoin d'un visa qui, en fait, avant, on allait à l'ambassade, c'était quand même assez contraignant. L'ambassade vous envoie payer les frais dans une banque précise à Rabat avant de revenir avec le reçu. Puis, bon, vous attendez, puis ça dépendra du bon vouloir de l'agent de vous donner ou de ne pas vous donner le visa suivant la motivation que vous allez présenter. Alors aujourd'hui, il y a quand même un assouplissement parce que les Marocains ont la possibilité d'obtenir le visa à leur arrivée à l'aéroport ou au port, dépendamment du moyen de transport. Mais il faut qu'ils aient demandé un accord préalable sur ce site-là. Donc, vous entrez sur le site immigration.government.ng et vous demandez l'accord, bien entendu, en renseignant un certain nombre d'informations. Et l'accord vous est donné dans la semaine. Et par la suite, sur la base de cet accord, vous allez prendre votre billet et partir et obtenir le visa sur place. Les rendez-vous d'affaires sont de préférence pris grâce à des appels personnels ou des messages qui sont remis en main à main et des textes, mais il est toujours conseillé de confirmer les rendez-vous avant votre départ du Maroc. Alors ça, c'est extrêmement important. Alors les documents les plus importants doivent être envoyés par FedEx, DHL ou UPS ou un service de messagerie fiable. Voilà, j'ai été en fait très stratosphérique au niveau de cette présentation qui, bien entendu, que porte sur un pays extrêmement riche en informations, extrêmement intéressant. En fait, je m'excuse si j'étais trop lent. Et la petite page dont je vous ai parlé tout à l'heure, les références pour aller plus loin, ça vous donne un ensemble de sites qu'il vous serait possible de consulter pour avoir plus d'informations concernant votre propre produit. Et s'il y a des questions, je vous invite à les poser, soit par écrit, soit verbalement. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Merci beaucoup, Sibrahim, pour cet important exposé sur un important marché du continent africain. Alors, la première question qui est posée sur la rubrique des questions-réponses, est-ce qu'il faut se souscrire à un organisme tel que l'ANAFDAC ou autre pour exporter des matériaux de construction au Nigeria? Oui, est-ce qu'il est possible de regrouper quelques questions avant de répondre en bloc? C'est presque la seule question qui a été postée. Il y a une deuxième question, donc quelqu'un qui cherche un éventuel partenariat dans le domaine du BTP.
Donc, c'est les deux questions qui ont été posées. J'invite les participants donc, qui souhaitent poser des questions en direct, qu'ils lèvent la main donc, pour pouvoir leur donner la possibilité de poser directement la question. Très bien. Alors, pour ce qui est des matériaux de construction, donc il faut voir avec ce que j'ai appelé tout à l'heure le NIPC, hein, c'est le centre de normalisation. Ils ont d'ailleurs, si on peut y aller, est-ce que vous ne voyez plus mon écran, il me semble? Si on le voit, on le voit. Très bien. Alors, vous voyez mon écran? Oui, on le voit bien, oui. OK, très bien. Alors là, si on allait voir le Nigerian Investment Promotion Commission, par exemple, ici, là, on vous donne toutes les indications concernant les produits et les normes auxquelles les produits doivent se conformer. Par contre, il n'y a pas d'enregistrement préalable. Alors, l'enregistrement, c'est au niveau de l'importateur de le faire. C'est l'importateur qui s'enregistre en tant qu'importateur. Il doit remplir un dossier, demander un numéro d'importateur qui va servir à l'identifier sur la M-form dont j'ai parlé tout à l'heure. Et chaque fois qu'il veut importer un produit, il doit renseigner ce numéro. Par contre, vous, en tant qu'exportateur, vous n'avez pas à vous inscrire ou à demander l'autorisation préalable. Cela dit, si vous voulez, comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez en savoir davantage sur les normes qui gouvernent l'importation de votre produit dans le pays en question, entrez sur le site de NIPC, comme je le disais tout à l'heure, vous avez le lien, comme je vous le dis tout à l'heure, et vous cherchez l'information concernant votre propre produit. Donc, vous avez ici un ensemble de rubriques, un ensemble de menus qui vous donnent des informations sur l'importation des produits. Quand vous avez la possibilité également d'entrer sur le site de la douane nigériane. Alors, la douane constitue en quelque sorte une porte d'entrée aussi bien pour l'importation que pour l'exportation. Donc, ils vous disent pour les produits qui sont soumis à autorisation, les produits qui sont libres à l'exportation ou à l'importation, etc. Donc, vous avez quand même un ensemble ici de guidelines, en fait, je dirais d'indications, concernant l'inspection des produits, concernant les produits qui sont interdits à l'importation et à l'exportation dont j'ai parlé tout à l'heure, je l'ai prise d'ici. Et c'est un site, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais, c'est un site qui existe également en français. Donc, il est possible, en fait, de traduire l'information directement sur le site. D'ailleurs, la capture d'écran que j'ai prise tout à l'heure, là, des produits qui sont interdits à l'importation, c'est la traduction directe du site. Hein, ce n'est pas moi qui l'ai donné. Alors, vous avez toutes les indications concernant n'importe quel produit, que ce soit un produit de construction ou autre. Par contre, pour tout ce qui est appel d'offres, c'est ça, en fait, la deuxième question, c'est ça, c'est… La deuxième question concerne les appels d'offres, je crois. Oui, ça concerne le secteur du BTP, c'est-à-dire comment trouver un partenaire. Du BTP. Donc, voilà. Alors, secteur du BTP, alors là, ce que je pourrais vous conseiller concernant les appels d'offres, alors il y a un site également, je ne sais pas si je l'ai mis, il me semble que je ne l'ai pas mis, mais il est sur alors l'une des photos que j'ai mises au tout début. Alors le site de la Fédération nationale des chambres de commerce. Alors il s'appelle NACIMA, comme vous pouvez le voir ici. Alors il suffit en fait de chercher NACIMA Nigeria et vous allez avoir le site. Et là, il y a une base de données des appels d'offres qui sont donnés au Nigeria pour pratiquement tous les secteurs. Il y a également le site de la Banque africaine pour le développement qui donne les appels d'offres qui sont financés par la Banque africaine. Et j'ai dit qu'il y a beaucoup de projets qui sont financés par la Banque africaine.
D'ailleurs, le président de la Banque africaine pour le développement est nigérian d'origine. Vous avez le site, en fait, loin de moi l'idée de vouloir faire de la publicité, mais il y a le site également de B-Trade, qui est le site de Bank of Africa, qui, en fait, je dis ça d'autant plus que je ne suis pas, client de Bank of Africa. Il y a un site qui est très, très bien fait. Bon, si on prend par exemple ici le Nigeria, alors il y a plein d'informations sur le pays, mais il y a également comment on appelle ça, une liste des appels d'offres et avec une création d'alertes. Alors vous voyez ici appel d'offres. Alors dans les appels d'offres, vous mettez le mot-clé, en fait BTP par exemple, vous mettez le secteur, le pays, vous mettez Nigeria et vous créez une alerte. Et chaque fois qu'il y a un appel d'offres qui sort au Nigeria, on vous avise. On vous dit il y a tel appel d'offres concernant le bâtiment et les travaux publics. Il y a un autre site également dont je vais mettre le nom sur le chatbox, hein, c'est la boîte de dialogue, un site qui s'appelle Tunipage. Je ne sais pas si je vais pouvoir écrire, voilà. Alors, il s'appelle Tunipage, mais c'est sur abonnement. Il n'est pas gratuit. C'est un site tunisien bien fait, hein, qui est spécialisé. Pardon? Un site qui est spécialisé dans les appels d'offres en Afrique. Là également, il y a plein d'informations concernant les appels d'offres en Afrique. Voilà pour répondre à la deuxième question. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Oui, alors une autre question, pouvons-nous savoir s'il y a possibilité d'avoir un soutien sur place pour la procédure de l'ANAFDAC, le renouvellement, car la procédure est longue et difficile. Autre question. Qu'est-ce qui est difficile? Je n'ai pas entendu la deuxième partie, Sibel Hassan. La deuxième partie de la question, je n'ai pas entendu. S'il y a une possibilité, donc il demande s'il y a une possibilité d'avoir un soutien sur place pour la procédure de l'ANAFDAC. Il dit que le renouvellement de la procédure est longue et difficile. En fait, oui, j'ai entendu. Alors là, ce que je pourrais peut-être recommander, c'est d'abord de passer par l'ambassade du Maroc. En fait, moi, quand j'étais au Nigeria, c'est des gens qui sont extrêmement serviables, qui pourront vous aider. Alors, il y a le conseiller commercial, le conseiller économique qui pourra vous aider sur place. Mais il y a également l'importateur lui-même, votre partenaire sur place, qui pourrait s'en charger. Alors, c'est vrai que les procédures sont relativement lentes. D'ailleurs, j'ai montré quelques statistiques tout à l'heure pour dire que les procédures sont très lentes et parfois même très, très, très lentes au niveau du Nigeria. Il faut s'armer de patience. Mais normalement, si on a un dossier solide, il n'y a pas de raison pour que vous n'obteniez pas l'autorisation NAFDAC. Cela dit, c'est surtout l'importateur qui doit normalement veiller à l'obtention de cette autorisation NAFDAC parce que c'est en son nom que l'importation sera faite sur place. Autre question, le volume des échanges entre le Nigeria, l'Inde, les États-Unis, le UK, le Canada, est-il lié à la langue ou bien parce que ces pays font partie du Commonwealth? Non, je dirais que au niveau des pratiques d'affaires, les mentalités nigériennes se sont forgées sur la manière anglo-saxonne de faire des affaires. Alors, même les pratiques bancaires, les pratiques au niveau commercial et tout, sont presque identiques. Ce qui fait qu'on trouve beaucoup de facilité à faire des affaires avec les pays du Commonwealth, qui sont en fait liés par un minimum de mentalité commun, qu'avec des pays qui sont normalement, qui ont été façonnés en fonction d'autres modèles, d'autres paradigmes, comme par exemple le paradigme francophone, etc. Alors, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de gens, beaucoup de Marocains trouvent difficile
de faire des affaires avec des pays comme le Ghana, comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria, comme le Kenya, c'est parce que la manière de faire des affaires au Maroc a été depuis des décennies façonnée en fonction des modèles francophones de la France. Ce qui fait que lorsqu'il s'agit d'apprendre un nouveau modèle d'affaires, on trouve extrêmement difficile de le faire. Alors, c'est un apprentissage à faire, mais ça explique également pourquoi le Nigeria, pourquoi l'Inde, les anciens pays en fait, de colonies du Royaume-Uni sont les principaux partenaires du Nigeria. C'est parce qu'il y a cette convergence au niveau des mentalités et des pratiques d'affaires. Eh bien, une autre question, qu'en est-il du secteur de la santé? En aucun cas, vous avez cité les opportunités dans ce secteur, soit en termes de vente de dispositifs médicaux de tout genre et aussi tout ce qui est en relation avec les aménagements hospitaliers pour les différents établissements de santé publics et privés. Alors, pour ce qui est en fait du système de santé, c'est parce que mon analyse apportée, c'est une analyse multisectorielle et au niveau d'une heure et demie, je ne peux pas quand même couvrir pratiquement tous les secteurs d'activité. Alors, si c'était par exemple un webinaire monosectoriel, bien entendu, j'aurais parlé de tout ça. Donc, au niveau du système de la santé, donc on a au niveau du Nigeria, un système quand même qui est pas mal hermétique, qui est contrôlé par des syndicats qui sont assez puissants, qui contrôlent pratiquement tout ce qui se fait à ce niveau-là, d'où les prohibitions au niveau de l'importation des médicaments. Cela dit, comme on l'a dit, en fait, pour un certain nombre de secteurs qui sont hermétiquement fermés, il s'agit de passer par des partenaires locaux. Alors, si vous trouvez un partenaire local qui pourrait vous faciliter les démarches au niveau local, oui, il y a des opportunités. Mais cela dit, pratiquement au niveau de l'analyse que je peux faire, et tant que je ne suis pas spécialiste moi-même de la chose, tant que je n'ai pas le code du système harmonisé et la ligne tarifaire nationale du produit, je ne peux pas spéculer davantage sur la chose. Mais le système de santé est un système qui est très contrôlé au niveau du Nigeria. Cela dit, les besoins sont énormes. Les besoins sont énormes concernant la production vaccinale, concernant un certain nombre de médicaments, sous d'autres formes que celles que j'ai présentées au niveau de la liste de tout à l'heure. Donc, il est possible, en fait, à titre d'investissement, de se lancer dans la fabrication d'un certain nombre de molécules sur place ou à titre d'exportateur, de trouver en fait le moyen d'exporter le produit sans tomber dans la liste des prohibitions. Alors, autre question, est-ce qu'on peut se déplacer pour prospecter le marché ou bien sinon conseiller, vu les conditions de sécurité, sinon est-ce que vous avez des contacts de sociétés d'escorte? Sûrement, en fait, dans un premier temps, il faut faire ça à distance. Donc, il faut d'abord procéder, ce qu'on fait en fait d'une manière générale, à ce qu'on appelle un QMV, un Quick Market Validation. Quick Market Validation, ça veut dire quoi? Sur la base du code de la nomenclature douanière, on essaye de faire une étude rapide du marché pour dire oui, il y a un marché pour tel produit, oui, il y a une telle demande, voici les contraintes les plus importantes au niveau de l'importation de ce produit au Nigeria, voici les principaux partenaires qu'il faut contacter. Et puis, si la personne est convaincue d'aller plus loin, à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle un DMA, un Deep Market Analysis. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui se déplace sur le marché, pas nécessairement vous, il y a quelqu'un qui se déplace en partenariat avec des antennes sur place. Alors là, en fait, je ne suis pas en train de faire de la publicité pour mon bureau, mais je vous explique la manière dont nous travaillons. Il y a d'autres bureaux qui font la même chose. Alors, avec des partenaires locaux sur place, on essaie d'aller taper aux portes pour quantifier le potentiel pour le produit, mais également on revient avec pratiquement toutes les indications concernant l'importation du produit dans le pays, avec une quantification solide, avec une régionalisation de la demande et avec une liste de partenaires potentiels qu'il faut contacter et parfois même avec une liste d'accords de principe. Et à ce moment-là, il ne reste à l'opérateur qu'à prendre son billet d'avion
et partir rencontrer le partenaire qu'on a identifié pour lui et qui a déjà donné son accord de principe pour entrer en contact avec lui. Donc voilà en quelque sorte le processus tel que nous le faisons. Donc ça permet à la personne déjà de ne pas courir le risque de se déplacer sur le marché pour ne rien trouver. Et la question que la plupart des gens qui ne sont pas introduits se posent lorsqu'ils vont sur le marché, par où commencer? Par où commencer parce que bon, il y a des risques partout, il y a des risques de kidnapping, il y a la corruption, il y a la fraude, etc. Donc, quelqu'un qui n'est pas introduit, qui n'a pas de contact sur place, risque d'être en fait désillusionné dès le début et aura beaucoup de problèmes, d'où en fait l'importance, d'où l'intérêt de passer par des partenaires locaux qui sont soit des correspondants de bureaux d'études de marché marocains ou étrangers, soit des partenaires indépendants en fait, avec lesquels vous pouvez entrer directement en contact, sachant qu'il y a ce risque en fait, de tomber encore une fois sur des gens de moins bonne moralité, pour ne pas dire autre chose. Alors, une autre question, c'est vrai que la durée de dédouanement des conteneurs au port de Lagos dépasse les 10-15 jours. Pour le périssable, ça serait très difficile donc, pour exporter. C'est vrai. Ouais, je dis oui et non. Oui et non, parce qu'au niveau du périssable, donc, généralement, c'est l'avion. Donc, je dis généralement parce qu'il y a des produits périssables qui peuvent quand même supporter le transport maritime pendant 2 semaines et supporter également le séjour dans le port pendant quelques temps. Bon, ça reste quand même le cas de quelques produits, mais la plupart des produits doivent normalement être transportés par avion, d'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, du fait de la convention signée entre la SMEX et Royal Air Maroc, les coûts de fret à partir du Maroc sont devenus quand même assez intéressants. Cela dit, lorsqu'il s'agit d'un produit périssable, il est possible en fait que l'importateur fasse une demande spéciale, l'équivalent de ce qu'on appelle ici le dédouanement par anticipation. Il y a un système de catégorisation qui ressemble un peu au système de catégorisation marocain, qui permet à un certain nombre d'importateurs qui ont la confiance de la douane nigériane de procéder au dédouanement des marchandises importées par anticipation, de telle sorte que lorsque le produit arrive à l'aéroport ou au port, il est prioritaire au niveau de son transit, au niveau de sa sortie en douane. Donc là, il y a une procédure spéciale pour ça, qu'il est possible de négocier avec l'importateur étranger, et l'importateur étranger pourra la négocier avec la douane nigériane. Bien, alors, dernière question postée. Quel incoterm préférentiel est utilisé en Nigeria? Des questions extrêmement difficiles, hein, parce que ça dépend du mode de transport, hein, parce que pour le mode de transport aérien, moi je dirais que le FCA reste un coterme que moi personnellement je préconise aux gens, aux exportateurs. FCA, c'est Franco Carrier, hein, Free Carrier, c'est-à-dire franco-transporteur. Vous remettez votre marchandise au transporteur à Royal Air Maroc et Royal Air Maroc va bien entendu assurer le transport et vous serez payé pour cette partie jusqu'à la remise de la marchandise à Royal Air Maroc. Alors, pour certains importateurs, ils vont exiger que le transport soit payé également pour l'exportateur. Alors, si vous avez le bon mode de paiement, c'est-à-dire vous avez une avance confortable ou une lettre de crédit, parce qu'au Nigeria, il n'y a pas de crédit documentaire, il y a la lettre de crédit. En fait, il y a une différence entre les deux. En fait, je ne voudrais pas quand même entrer dans les détails. Lettre de crédit qui vous garantit quand même d'être payé. Là, il serait possible en fait d'accepter de payer le transport pour le compte de l'importateur étranger. Par contre, pour le maritime, c'est généralement les importateurs préfèrent le coût et fret. Préfèrent le coût et fret, Lagos. Parfois, il y a le FOB aussi qui peut être accepté, mais il est moins fréquent que le coût et fret au niveau de Lagos, à ma connaissance. Alors, j'ai une main qui est levée, M. Nordin Agran. Donc, si vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour.
Oui. Est-ce qu'on peut expédier de Tangimed à Lagos par LCL? C'est pas par FCL, par LCL. Oui, à condition de trouver des groupeurs, hein, parce que le problème en fait du LCL, c'est qu'il faut que le groupeur puisse trouver plusieurs exportateurs sur la même destination qui est le Nigeria. Alors, si vous tombez sur un groupeur, parce que quand même, je ne voudrais pas vous donner de nom publiquement, mais il y a des groupeurs qui se spécialisent dans l'Afrique subsaharienne et qui ont la possibilité en fait de faire le groupage. Donc à ce moment-là, il serait possible en fait de faire du LCL. Alors la plupart du temps, il faut prendre attache avec ces groupeurs et ils vous aviseront lorsqu'il y a un LCL à destination de Lagos. Donc ils vous diront qu'il y a un bateau en partance de Tangimed le 15 février par exemple. Si vous avez une marchandise, c'est le moment en fait de vous manifester. En LCL, bien entendu. Donc, ils vous diront quel est l'espace de fret disponible. Ils pourront, vous pouvez réserver dès le moment où vous êtes contacté, de manière à ce que vous puissiez avoir la certitude de disposer de cet espace de fret. Donc là, il y a des groupeurs qui font l'Afrique subsaharienne et certains d'entre eux font le Nigeria. Donc, comme on a dit, la seule contrainte, c'est de trouver des gens qui ont plusieurs chargeurs, plusieurs exportateurs sur la même destination qui est le Nigeria. Mais la réponse est oui. Hein. Si vous voulez une réponse courte, oui. Il est possible de faire du LCL. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je pense qu'on est arrivé au terme de notre webinaire d'aujourd'hui, notre premier webinaire de l'année 2023. Donc, il y a un programme de plusieurs webinaires. Donc, vous avez dû recevoir dans le mailing qui vous a été envoyé. Donc, il me reste que de remercier tous les participants donc, qui ont suivi avec nous ce webinaire en espérant qu'ils utiliseront toutes les informations détaillées et riches dans leur business donc avec ce pays. Je tiens également à remercier Sibrahim Allali pour tous les efforts qu'il fait pour essayer de délivrer des informations très terrain du marché et tout ça pour essayer de faciliter la vie à nos exportateurs et essayer de dénicher des opportunités sur les marchés qu'ils ciblent. Et bien entendu, je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui concernera le marché de la Roumanie. Et Sibrahim pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Sibel Hssen. Et encore une fois, et comme je le fais en informel plusieurs fois, je félicite l'ASMEX de cette excellente initiative. D'abord, de programmer des webinaires sur l'Afrique, hein, sur des pays porteurs, des pays qui sont plus ou moins méconnus de nos exportateurs, de manière à contribuer à cet effort national de diversification de l'exportation marocaine. Donc, félicitations. Je voudrais remercier tous les participants qui, malgré leurs occupations et préoccupations nombreuses, nous ont quand même réservé ce temps-là de suivre ce webinaire. J'espère qu'au niveau de cette présentation, on vous a donné quelques raisons de considérer le marché nigérian pour vos échanges commerciaux, que ce soit au niveau de l'importation ou de l'exportation, l'investissement, parce que j'ai tenu quand même à présenter quelques opportunités au niveau de l'investissement. Et je me tiens à votre disposition s'il y a des questions sur des aspects portant sur ce marché ou sur d'autres marchés. Alors, Sibel Hssen vient de dire que le prochain webinaire portera sur comment faire des affaires avec la Roumanie, un autre marché encore peu connu des Marocains. Et le webinaire africain subsaharien prochain portera sur l'Afrique du Sud, un autre mastodonte de l'économie africaine avec lequel il y a également un potentiel énorme à exploiter. Donc, je vous invite d'ores et déjà à vous inscrire ou à mettre ça sur vos agendas. Vous avez déjà les dates
qui vous ont été communiqués par la SMEX. Et encore une fois, merci de votre attention et j'espère que l'occasion nous sera donnée bientôt de nous revoir, Inch'Allah. Merci beaucoup.